Merci. Je vous remercie. Question de Monsieur Rodrigo Arenas à Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. La parole est à Monsieur Rodrigo Arenas. Merci Madame la Présidente, Madame. Si vous plaisez à dire que notre pays est une terre d'accueil pour les capitaux étrangers ou encore pour les touristes venus du monde entier, nous vous entendons beaucoup moins parler de tous ces jeunes qui s'y sentent beaucoup moins accueillis et qui vont même jusqu'à quitter notre territoire, parfois définitivement. Des publications universitaires nous disent le sentiment de malaise ressenti par un nombre grandissant de Françaises et de Français qui ne trouvent plus leur place alors qu'ils s'y sont pourtant chez eux. Ces échos du mal-être de nos concitoyens, je les entends aussi dans ma circonscription. Madame la ministre, chers collègues, pardonnez-moi ce rappel, mais Paris n'a pas attendu les Jeux Olympiques pour être une ville-monde. La mixité culturelle de notre capitale est estimée à environ 20% de population d'origine étrangère. Dans une partie de ma circonscription, je crois même, j'en suis même sûr, qu'elle atteint plus de 30%. Pourtant, j'entends monter de ces rues populaires, de ces quartiers cosmopolites, l'inquiétude croissante de certaines familles qui me disent que leurs fils ou leurs filles ont décidé de tenter leur chance à l'étranger, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, même dans les pays de la péninsule arabique. Autant d'endroits où ils peuvent compter sur leur mérite, quelles que soient leurs origines. Les chiffres chez nous sont sans appel. 1,2 million de victimes subissent une discrimination ou une atteinte à caractère raciste ou antisémite chaque année. Sur mon territoire, les jeunes issus de l'immigration ne trouvent pas de logement ou ne trouvent pas d'emploi parce qu'ils subissent une discrimination au patronyme ou au faciès. Rappelons-le, selon l'Institut Montaigne, que personne ne peut qualifier, en tout cas certainement pas le gouvernement d'islamo-gauchiste, rappelle que les hommes perçus comme musulmans par les employeurs ont jusqu'à 4 fois moins de chances d'obtenir un entretien d'embauche que les candidats perçus comme chrétiens. Est-ce que ces qualifications ont un sens? Certainement pas en République, mais pour autant, les études attestent que dans la vie du quotidien, elles en ont un, malheureusement. Dans son livre sur les épreuves de la vie, le sociologue Pierre Rosan-Vallon, professeur au Collège de France, rappelle l'amertume et le coût psychologique de ces discriminations dont souffrent nos concitoyens. Mais ce racisme du quotidien a aussi un coût financier, dont on parle trop peu, car vous consacrez jusqu'à 180 000 € pour qu'un jeune grandisse en bonne santé dans notre pays, pour qu'il soit convenablement éduqué et que vous le voyez quitter notre hexagone, vous ne pouvez vous empêcher de penser au terrible gâchis, y compris économique, que cela entraîne. Ce racisme diffus, mais quotidien, empêche les individus d'exploiter leur potentiel économique, éloigne de notre pays des jeunes qui mettent leur talent au service d'autres pays, moins regardants sur leurs origines. Pourtant, si nous réduisons les discriminations raciales dans l'accès à l'emploi, le travail à l'éducation, notre pays pourrait, d'après France Stratégie, gagner jusqu'à 1,5 point de PIB sur les 20 prochaines années. D'autres calculs sur ces talents gâchés estiment d'à près de 10 milliards d'euros le manque à gagner chaque année, car l'État investit et forme une jeunesse qui souffre de discrimination et qui, faute d'embauche à son niveau de compétence, ne contribue pas ensuite à produire la richesse nationale. Ainsi, le coût de nos intolérances est devenu une charge économique. Alors, Madame la ministre en charge de l'économie avec votre collègue Bruno Le Maire, à qui s'adressait cette question, et je vous remercie d'être présente ce matin. Ma question est simple. Comment pouvez-vous vous assurer que des moyens seront fléchés sur le plan national contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations, ou plus globalement, que plutôt que de mener à la hache des coupes budgétaires aveugles et faire les poches des plus précaires, que mettez-vous en place pour que le racisme en France cesse de coûter de l'argent à la France et appauvrisse d'autant nos territoires, et en particulier le 13e et 14e arrondissement de notre capitale? Je vous remercie, mais il faut que Madame la Merci Madame la Présidente. Non, mais il faut du temps un petit peu pour Madame la ministre. Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre déléguée chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation. Madame la Présidente, pour tout vous dire, Monsieur le député Arenas, évidemment, et c'est normal, je vous écoutais avec attention, excepté la fin à laquelle je n'adhère pas, je tiens à vous remercier pour la qualité de votre question et pour l'importance de votre question. D'abord, en toute franchise et très indépendamment des notes et des réponses plus précises que je vais vous apporter, je ne crois pas qu'il soit antinomique d'avoir à la fois 100 millions de visiteurs qui viennent visiter la France et à la fois avoir aussi, dans un monde que vous connaissez aussi bien que moi, qui est un monde hyper ouvert et hyper globalisé, des jeunes qui vont tenter une expérience parfois temporaire et parfois au long cours à l'étranger. Les deux ne sont pas antinomiques. Même si je suis plus très jeune, les voyages, les expériences à l'étranger forment la jeunesse. Et ça n'est pas, même si je ne nie en rien la problématique de la discrimination à laquelle je vais répondre dans 2 minutes, mais ça peut être aussi volontairement pour épaissir, étayer son expérience, et pas que parce que ce pays serait devenu un enfer.
Quant à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et toutes ces formes de discrimination, Monsieur Morenas, nous nous retrouverons. Un plan ambitieux, vous le savez, couvrant la période 2023-2026 a été lancé en tout début d'année dernière. Il comporte des actions très importantes et notamment la mise en place de testing pour l'accès à l'emploi, mais aussi pour l'accès au logement. Et nous avons donné les moyens financiers de ces actions. Les crédits d'intervention de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, la DILCRA, avaient déjà été augmentés de 6,1 millions d'euros en 2020 à 8,1 millions d'euros en 2023, soit une hausse de plus de 30%. Ils connaissent, et c'est normal, une nouvelle hausse compte tenu de la situation, hausse particulièrement forte pour ces crédits en 2024 puisqu'ils sont désormais portés à 17 millions d'euros, plus du double des crédits de l'année précédente. Ce très fort relèvement vise aussi à la mise en place très opérationnelle de testing à hauteur de 3 millions d'euros. L'État a aussi augmenté son soutien financier à différents mémoriels, à commencer par le mémorial de la Shoah, en relevant les montants de la subvention de 2 à 2,5 millions d'euros. Les crédits sont portés par le programme 129, qui dépend directement de l'action du Premier ministre, et en complément, des actions sont portées par l'éducation nationale ou la culture. Dernier point, le gouvernement partage votre objectif de renforcer la visibilité d'ensemble de l'action. Et c'est pourquoi la loi de finances initiale pour 2024 prévoit pour la première fois l'élaboration d'une nouvelle annexe au PLF, un document de politique transversale qui doit présenter les crédits dédiés à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine dans différents périmètres budgétaires. J'en profiterai aussi pour vous rappeler que la majorité, par le truchement du député Ferracci, porte une proposition de loi visant à lutter encore plus contre les discriminations, là aussi par la pratique du test individuel et statistique, dont je ne doute pas qu'on finisse par trouver un accord, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Je vous remercie. Je vous remercie. Question de Monsieur Jean-Victor Castor.